Professeur, on est à 84 participants. Docteur Layada aussi, 85. On peut commencer dans combien de temps? Comme vous voulez, hein. Bah, on peut commencer, je pense. Docteur Layada, on vous voit pas, hein. Je sais pas, je vais l'appeler. Hmm. Ah, c'est bon. On peut commencer. On attend un peu. Je pense qu'on peut commencer. Il est, parce qu'il vient de rentrer, 6 heures. Docteur Layada, on est à plus de 100 participants. Normalement, on peut. Oui, mais on peut commencer. il est 18 heures, donc les gens commencent à se connecter maintenant. On est à 100, on peut commencer. Sinon. Et du côté de Facebook, ça. Donc, bonsoir tout le monde. C'est avec plaisir qu'on vous retrouve pour ce webinaire. Tout d'abord, je tiens à remercier le laboratoire Pharmalliance pour l'organisation de ce webinaire qui tient compte d'un thème très important puisque c'est les dernières années sur les bases de données, l'augmentation progressive de la prescription des antiagrégants et initialement l'aspirine a fait que les hémorragies digestives sont en augmentation constante. Et bon, les effets bénéfiques seront discutés par professeur Chtébi, qui est chef de service de cardio du CHU Ibn Sousse et qui est le président de la Société algérienne de cardiologie. Il se trouve que professeur Chtébi va co-animer, enfin je vais co-animer avec lui ce webinaire en tant que gastro-entérologue, en tant qu'endoscopiste et également en tant que secrétaire général de la Société algérienne de gastro-entérologie. Professeur Chtébi, tu as la parole. Et le professeur Chtébi est aussi un des élèves du docteur Layada, puisque j'étais externe chez lui à l'HCA, si je me souviens bien. Oui. Et il m'avait appris à l'époque, c'était la première fois où on parlait de problèmes hépatiques, etc. En tout cas, j'ai appris beaucoup de choses à ses côtés et je tenais vraiment à lui rendre hommage. Donc, je suis très, très, très fier aujourd'hui de faire partie de ce webinaire. Alors, on m'a chargé de vous parler. Je vais partager ma présentation. Alors, elle est là. Alors, on m'a chargé un peu de parler de médicaments gastrotoxiques, de pathologies cardiovasculaires. Qu'en est-il vraiment? Alors, il faut savoir que la cardiologie, pendant de longues années, c'était plutôt assez simple. C'était différent de la gastro où il fallait vraiment être d'abord un bon interniste à rechercher les pathologies, etc. C'était relativement assez simple puisque la majorité des patients avaient de l'aspirine, des bêta-bloquants et éventuellement des statines. Il y avait également quelques patients qui avaient des anticoagulants avec un INR et souvent les patients apprenaient à gérer leur INR. En fait, beaucoup d'avancées ont été faites ces 30 dernières années en cardiologie, notamment en tout ce qui est interventionnel, non invasif, sur les coronaires, sur les valves, sur les thérapeutiques, les maladies rythmiques, notamment la fibrillation auriculaire. Et toutes ces avancées-là ont contribué, même si les maladies cardiovasculaires restent l'une des premières causes de mortalité dans le monde, quand même ces avancées ont permis de réduire la morbimortalité de ces maladies cardiovasculaires. Ces avancées ne sont pas uniquement liées au fait de techniques interventionnelles ou de chirurgie. Elles sont également
liées à des avancées, médicamenteuses. Au premier rang, on retrouve les antithrombotiques. Alors, regardez ici, par exemple, dans cette plaque, on voit très bien que pendant près de 60 ans, le cardiologue avait comme seul anticoagulant oral les antivitamines K. Fin des années, au début du 21e siècle, évolution avec l'arrivée de nouveaux anticoagulants oraux directs, soit des anti-2A ou bien des anti-10A, qui sont beaucoup plus efficaces et beaucoup mieux tolérés, avec une facilité de prescription, un effet on-off qui a tout à fait séduit les cardiologues et surtout qui nous a encore aidé à mieux prendre en charge nos patients cardiopathes. Il y a eu aussi beaucoup d'évolutions dans tout ce qui est thérapeutique anti-agrégante plaquettaire, puisque au début des années 90, on n'avait que l'aspirine. Milieu des années 90, grâce à un brillant cardiologue marseillais, Paul Baragan, il y a eu cette nouvelle molécule ticlopédine avec son effet P2Y12, et puis par la suite le clopidogrel et d'autres anti-agrégants plaquettaires, le prasugrel et le ticagrelor, avec une multitude de données scientifiques qui, là aussi, nous ont permis d'améliorer notre façon de faire vis-à-vis des pathologies, notamment des pathologies coronaires, et dans la prévention, notamment dans la thrombose de stent. Et donc, on se retrouve actuellement avec plus de 21 anticoagulants, plus d'une douzaine d'antiagrégants plaquettaires, et il faut composer avec ces différentes thérapeutiques en fonction des profils de nos patients. Alors, pour encore mieux illustrer cet état de fait, regardez cette publication, un registre anglais, qui va nous apprendre les habitudes de prescription en Angleterre des cardiologues, principalement des cardiologues, en tous les cas des anticoagulants, la prescription des anticoagulants oraux. Et on voit très bien, avant 2010, où lorsqu'il existait uniquement les antivitamines K, il y avait à peu près 350 nouveaux patients par 100 000 habitants qui étaient mis sous anticoagulants oraux. À l'arrivée des nouveaux anticoagulants oraux directs, on voit très bien que la prescription des antivitamines K a chuté, que la prescription des nouveaux anticoagulants oraux directs a augmenté, ce qui est logique, mais ce qui est tout à fait étonnant, c'est le nombre de patients qui est maintenant mis sous anticoagulation, tout simplement parce qu'on a des médicaments beaucoup plus simples à utiliser et beaucoup plus efficaces. Donc, on a plus de facilité à prescrire des anticoagulants pour, bien sûr, protéger les patients contre les événements thromboemboliques. Cependant, cette augmentation de prescription, ces traitements, même s'ils améliorent la morbimortalité cardiovasculaire, malheureusement, ont des effets secondaires. Et le principal effet secondaire, c'est les hémorragies. Alors, je vous ai mis ici, en fait, ça, c'est la prévalence au Canada de toutes les cardiopathies associées à une prescription antithrombotique, que ce soit des traitements anti-agrégants plaquettaires ou anticoagulants, et on voit pratiquement toutes les pathologies cardiaques actuellement. Toutes les pathologies, un jour ou l'autre, nos patients vont avoir comme prescription soit un anti-agrégant plaquettaire, soit un anticoagulant avec ce risque de saignement. Alors, si on vient rapidement aux différents anti-agrégants plaquettaires et anticoagulants, on voit que, bien sûr, ils ont un effet sur les saignements d'origine gastro-intestinale. L'aspirine, c'est connu du fait d'une inhibition directe de la cyclooxygénase 1, va inhiber ou en tout cas va réduire l'effet protecteur sur la muqueuse gastrique des prostaglandines. Ça, c'est connu depuis très longtemps. Le clopidogrel, même si le clopidogrel et plus généralement les P2Y12, même si on pense qu'il n'y a pas cet effet direct, un effet direct ulcérogène, mais il est connu que ces molécules entravent la cicatrisation de l'endothélium gastrique et bloquent l'agrégation plaquettaire, l'angiogénèse et la prolifération de cet endothélium gastrique. Et donc, au final,
ils ont presque un profil de tolérance en termes d'hémorragie gastro-intestinale qui est quasiment comparable à celui de l'aspirine. Si on s'intéresse aux, entre guillemets, nouveaux, qui ne sont pas très nouveaux, puisqu'ils ont plus d'une dizaine d'années d'existence, les nouveaux P2Y12, le ticagrelor ou le prasugrel, ben, ça a été clairement démontré. Et là, c'est l'étude Plateau, hein, l'étude Plateau qui a évalué ou qui a fait valider le ticagrelor dans l'indication des syndromes coronaires aigus, notamment le syndrome coronaire aigu ST+. Ben, le ticagrelor et le prasugrel ben, font beaucoup plus saigner, notamment au niveau gastro-intestinal, que le clopidogrel. Là, c'est un grand registre de la FDA où on nous montre également que les anticoagulants, et notamment les anticoagulants oraux directs, ben, font saigner, même s'ils sont efficaces, même s'ils diminuent la mortalité ben, ils font malheureusement, et c'est tout à fait normal, c'est un traitement anticoagulant, ils font entraîner un saignement, et notamment un saignement gastro-intestinal. Alors là, c'est un registre danois, registre de vraie vie, entre 2000 et 2005, plus de 40 000 patients, et on voit que tous les antiagrégants et tous les anticoagulants, à l'époque c'était les anticoagulants, les antivitamines K, font saigner entre 2 et 5% lorsqu'ils sont administrés de manière isolée. Par contre, dès qu'on commence à les associer, ben, regardez ici, ce chiffre peut monter rapidement à 12% de risque de saignement. Il faut savoir que dans un grand nombre de nos patients, il n'y a pas uniquement une association, une bithérapie, mais souvent une trithérapie. Chez les patients qui ont une fibrillation auriculaire, qui doivent être systématiquement sous anticoagulants dans le cadre de la protection du risque thromboembolique des AVC, ben 30% de ces patients vont avoir un événement cardiovasculaire, coronarien ou autre qui va imposer la mise en place de stents ou de chirurgie, en tout cas qui va imposer l'association aux antiagrégants plaquettaires, notamment aux deux antiagrégants plaquettaires, l'aspirine ou le clopidogrel. Il est estimé, en tous les cas, à peu près 2 millions de patients sont dans ce cas en Europe, c'est-à-dire avec une trithérapie antithrombotique. Et là, lorsqu'on met une trithérapie, ben, les chiffres augmentent rapidement. Regardez ici l'essai West qui a évalué le dabigatran. Ben, regardez ici, dès qu'on a une trithérapie, ben, le chiffre de saignement augmente rapidement selon les définitions. Hein, ici, c'est selon la définition TIMI, ben, ce chiffre augmente à presque 45% de risque de saignement. Alors là, une très belle étude publiée par Philippe Généreux, une étude new-yorkaise, plus de 8000 patients. Et là, Philippe Généreux et son équipe se sont intéressés sur l'incidence, sur l'impact de l'incidence donc, des saignements, sur le type de saignement et la prédiction, c'est-à-dire l'effet de ce saignement à court, moyen et à long terme chez un groupe de patients qui ont eu une angioplastie coronaire. Donc, 8582 patients et avec un suivi de 24 mois, de 2 ans à peu près, regardez, plus de 6,6% de saignements. Et pour la plupart de ces saignements, 60% de ces saignements étaient des saignements gastro-intestinaux et c'est un chiffre qu'on retrouve dans quasiment toutes les études, qu'elles soient randomisées ou les registres. La majorité des saignements chez les patients cardiopathes qui sont sous thérapeutique antithrombotique, qu'elles soient antiagrégantes plaquettaires ou anticoagulants, ce saignement va d'abord intéresser les saignements gastro-intestinaux. Alors souvent, les collègues vont
sous-estimer ces saignements gastro-intestinaux, nous disant, généralement, on a d'excellents cardiologues, gastrologues tels que le docteur Layada, qui va venir avec sa fibroscopie, il va mettre des clips par-ci, par-là, et il va régler le problème. Dans la pire des situations, on a un radiologue interventionnel qui va peut-être emboliser une artère et le problème est réglé. En fait, lorsqu'on regarde cette étude, et je n'ai pas voulu vous mettre toutes les études, pour ne pas dire toutes les études, que ce soit des registres ou des études randomisées, montrent exactement la même chose. Ces saignements gastro-intestinaux ont un impact direct sur la mortalité globale, mais aussi sur la mortalité cardiovasculaire. Regardez ici en rouge, ce sont les patients qui ont eu un saignement durant le suivi, et ici, en bleu, c'est des patients qui n'ont pas eu d'événement de saignement. Regardez la différence de mortalité, quasiment 7 fois plus de risque de décès chez ce groupe de patients. C'est exactement les mêmes résultats qui ont été retrouvés par Acuity, plus de 13 000 patients. Acuity, une étude qui s'est intéressée aux patients qui ont eu un syndrome coronaire aigu à risque modéré à haut risque. Regardez un impact direct des saignements gastro-intestinaux. GIB, c'est gastro-intestinal bleeding. Un effet direct des saignements sur la mortalité globale à 1 an. Lorsqu'on veut ou lorsqu'on va essayer d'analyser cette mortalité globale, regardez, il y a également une augmentation de la mortalité cardiovasculaire, une augmentation des infarctus du myocarde et notamment des revascularisations. Et tout ceci s'explique. En fait, lorsqu'on a un patient cardiopathe qui va saigner, il va y avoir plusieurs implications. Si le saignement est très important, malheureusement, il va développer un choc et qui va aggraver la cardiopathie, notamment la cardiopathie ischémique, qui va aggraver la cardiopathie et ça va entraîner dans un certain nombre de cas, malheureusement, le décès. Si le patient va avoir un saignement, mais ce saignement n'a pas occasionné de choc hypovolémique, mais il va y avoir soit un effet sur le taux d'hémoglobine, soit on va être obligé de transfuser, il va y avoir une inflammation globale qui va agir sur la maladie initiale, la maladie cardiologique, notamment la maladie athéromateuse, et qui va entraîner l'évolution de cette maladie athéromateuse, soit l'occlusion ou la thrombose de stent. Et effectivement, le saignement va nous faire, en tous les cas, on va être obligé d'arrêter les thérapeutiques antithrombotiques. Et souvent, c'est des thérapeutiques essentielles pour prévenir la thrombose de stent, notamment chez les patients chez qui on a mis une endoprothèse métallique et il faut au moins une période d'une double antiagrégation plaquettaire. Donc, vous voyez que ces saignements qui sont pour la plupart gastro-intestinaux, ils ne sont pas si mineurs que ça. Ils peuvent impacter directement la mortalité pour plusieurs raisons. Alors, on a essayé de voir qui sont des facteurs de risque de saignement, notamment de saignement gastro-intestinaux. Il y a plusieurs études et plusieurs facteurs de risque. On en discutait tout à l'heure avec le docteur Nayada. Ici, dans cette étude de Philippe Généreux, il en sort directement l'âge, l'anticoagulation associée, c'est-à-dire la trithérapie, et évidemment l'état d'hémoglobine initiale aux alentours de 10 grammes par millilitre. Il y a d'autres facteurs de risque qui ont clairement été évalués, et ça c'est un papier qui date de quelques jours. L'âge là aussi, la dyspepsie, le reflux, pour beaucoup d'entre nous, notamment les cardiologues, on minimise ce symptôme, et on pourra en discuter avec le docteur Alayada, l'Helicobacter pylori et évidemment la consommation d'alcool. Donc il y a des facteurs comme ça, hétérogènes, mais qui nous permettent d'identifier un certain groupe de patients. Et donc, ce sont l'association de deux événements. L'association de médicaments qui vont faire saigner, qui sont essentiels pour nos patients cardiopathes, des thérapeutiques antithrombotiques essentielles, les anticoagulants pour prévenir les complications thromboemboliques, les antiagrégants plaquettaires pour prévenir notamment l'occlusion d'une coronaire ou l'occlusion d'un stent, mais aussi il y a des facteurs cliniques liés aux patients, l'histoire de saignement, l'anémie, l'insuffisance rénale,
la présence d'une atteinte gastrique, un reflux gastro-œsophagien, la présence d'Helicobacter pylori, cette association des deux va entraîner malheureusement, dans un certain nombre de cas, saignement. Et on a vu toutes les conséquences qui sont ici détaillées par Philippe Généreux. L'arrêt des thérapeutiques, on est obligé parfois de transfuser, l'aggravation de l'inflammation. Et donc, au final, c'est aggravation de la pathologie cardiaque et malheureusement, aggravation également d'autres éléments qui vont faire aboutir à une augmentation de la morbimortalité et dans un certain nombre de cas, le décès des patients. Alors donc, en fait, le cardiologue des temps modernes est souvent embêté entre des thérapeutiques qui ont clairement démontré leurs bénéfices sur le risque thromboembolique, le risque ischémique, et malheureusement des thérapeutiques qui sont efficaces, mais qui entraînent malheureusement un saignement et un saignement gastro-intestinal. Et donc, c'est toujours le pour et le contre. Quand est-ce qu'il faut aller de manière assez, entre guillemets, invasive sur les thérapeutiques thrombotiques, mais tout en ayant une pensée pour le risque hémorragique, notamment le risque d'hémorragie hémorragique gastro-intestinale. Alors au départ, qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, qu'est-ce qu'on a appris à faire, nous les cardiologues? C'est essayer d'identifier les patients à risque. Et pour cela, on a un panel de scores de risque, et on pourra en discuter tout à l'heure lors de la discussion. On a une multitude de scores de risque, et malheureusement, cette multiplication de scores du risque font que certains cardiologues ne les utilisent plus. Le seul avantage, c'est des scores de risque qui sont maintenant disponibles sur une tablette ou sur un portable, et on peut rapidement screener les patients et avoir leur risque hémorragique. Regardez ici un risque DAPT score qui est utilisé pour les patients qui ont un syndrome coronaire aigu. Il suffit de faire rentrer l'âge, le diabète, il fume pas, etc. pour avoir un risque ischémique, mais aussi un risque hémorragique avec ces scores. Le deuxième score, d'autres scores sont utilisés, tels que le Hasbled. Surtout, ce score est utilisé par nos amis rythmologues dans la fibrillation auriculaire. Alors, tous ces scores, on délimite. Je vous ai montré tout à l'heure, on n'inclut pas tout le temps tous les paramètres. Dans Precise Type, on inclut l'hémoglobine, l'âge, la clearance, mais il y a certains points qu'on n'inclut pas, qui existent dans d'autres scores. Et donc, c'est des scores qui ne sont pas parfaits, mais qui peuvent nous donner une idée sur le risque hémorragique de nos patients. Élément important aussi, c'est essayer d'adapter la thérapeutique. Il faut que nos patients aient le moins possible, en tous les cas le moins de temps possible, une trithérapie, puisqu'on a vu des chiffres assez importants qui arrivent jusqu'à 45% de risque de saignement. Il faut diminuer cette bi- et trithérapie. C'est ce qu'on a réussi à faire. Je vous rappelle les guidelines de l'ESC 2017, où lorsque le risque hémorragique était très élevé, la trithérapie était réduite à maximum une association de 1 mois. Depuis, plusieurs études ont vu le jour, telles que Pioneer, Augustus, et les recommandations qui ont été publiées il y a quelques jours sur le syndrome coronaire aigu non ST+, on voit que chez les patients qui ont un haut risque hémorragique, on peut associer une trithérapie uniquement une semaine. Du fait de l'évolution des stents, mais aussi du fait des dernières publications qui nous autorisent maintenant à associer cette trithérapie uniquement une semaine, et puis une double thérapie pendant pas plus que 6 mois, et puis introduire un seul traitement, notamment un anticoagulant oral, pour le reste du temps chez nos patients. Alors, mais il faut savoir que chez ces patients, ils vont garder au moins un traitement, soit anti-agrégant plaquettaire, soit un anticoagulant. Et donc, ce risque de saignement va persister, notamment de saignement gastro-intestinal. Et c'est là où on a recours aux IPP. Et actuellement, les IPP ont une recommandation de classe 1 avec un niveau de preuve A
il n'y a pas plus haut dans les recommandations de la Société européenne, quel que soit le type du traitement antithrombotique, anti-agrégant plaquettaire ou anticoagulant, même en monothérapie, chez les patients, évidemment, à haut risque gastro-intestinal. Mais je ne vous cache pas que personnellement, pour moi, tous les patients sont à haut risque gastro-intestinal, sont à haut risque de saignement gastro-intestinal, puisque nous l'avons vu dans les risques, il y a beaucoup d'éléments cliniques, des éléments biologiques, des facteurs cliniques tels que une gastrite ou un reflux, mais surtout cet Helicobacter pylori qui est probablement présent chez la majorité d'entre nous. Et donc, personnellement, je me fie pas au score de risque ou à ces différents éléments qui déterminent les patients à haut risque, mais la majorité de mes patients qui ont un traitement antithrombotique vont avoir sur leur ordonnance un traitement protecteur gastro-intestinal. Donc, en conclusion, les messages que je voulais transmettre, c'est que la majorité maintenant, actuellement, dans la cardiologie moderne, vont avoir au moins un traitement antithrombotique. Tous les traitements antithrombotiques ont un surrisque hémorragique, et là, on l'a bien vu. Les hémorragies gastro-intestinales sont la complication hémorragique grave la plus fréquente. On l'a vu dans l'étude de Généreux, mais c'est exactement pareil dans plusieurs autres études et registres, ça représente jusqu'à 61% des saignements. Et c'est lié, bien sûr, au traitement antithrombotique. Le deuxième message, c'est évidemment, c'est la complication la plus fréquente. Le saignement gastro-intestinal chez les patients atteints de cardiopathie représente un grand défi thérapeutique puisqu'il faut arrêter les traitements, injecter d'autres produits, transfuser, et souvent, ça a un impact direct sur le pronostic de nos patients. Et l'effort doit être donc maximisé pour éviter les complications de saignement, notamment le saignement gastro-intestinal. Il faut bien stratifier le risque, bien choisir les traitements antithrombotiques, raccourcir les durées des associations bi- ou trithérapie et évidemment prescrire un traitement gastroprotecteur. Et pour cela, le docteur Layada va certainement nous éclairer sur ces traitements gastroprotecteurs. Avant de finir, je vous parlerai juste quelques secondes de notre congrès qui va se dérouler le 26 et 27 novembre. Ça va être un congrès purement digital, mais sur une super plateforme où vous allez pouvoir naviguer, vous allez pouvoir cliquer sur des ateliers, assister à des lives, aller sur des stands, notamment le stand de Pharmalliance, pourquoi pas. Et donc, vous êtes tous les bienvenus. On a à peu près près de 1000 adhérents à la Société algérienne de cardio avec leurs contacts. Pour nos amis gastrologues qui veulent assister, et je vous annonce un scoop, on va avoir une session commune avec la Société de gastrologie algérienne. Et donc, pour nos amis, je vous invite à nous contacter sur ce numéro de téléphone, le secrétariat de la Société algérienne de cardio, ou bien nous envoyer un mail avec juste vos coordonnées et on vous enverra vos passwords pour que vous puissiez assister à cette session commune et plus largement au congrès. Je vous remercie. Merci, professeur Chetibi. Tu as vraiment été très clair. Tu as balisé le terrain. Tu m'as évité beaucoup de redites qui n'auront pas lieu. Tout d'abord, je tiens encore une fois à remercier les laboratoires Pharmalliance pour l'invitation. Et j'ai le plaisir d'être une spécialité où j'ai hésité jusqu'à la dernière seconde, test final. Jusqu'à la dernière seconde, j'ai hésité entre cardio et gastro. Eh bien, mon cœur a basculé au final vers la gastro. Voilà. Je ne dirai pas pourquoi. Je ne le regrette pas. Mais ceci dit, c'est un plaisir de retrouver la cardio par ce biais-là. Et c'est un plaisir de retrouver mon ami Chetibi pour co-animer ce webinaire. Je tiens à préciser que pour les questions, il y a une icône QR. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. Donc là, je vais parler de la toxicité digestive et surtout les mesures de prévention. La prescription des AAP est de plus en plus large, ça a été dit.
Ça a été encore dit par le professeur Chtibi, le tube digestif est la cible principale de cette toxicité, ce qui explique ma présence parmi vous aujourd'hui. Et point important, c'est que cette toxicité peut survenir sur muqueuse antérieurement saine, mais ça peut également révéler une affection préexistante. C'est important, pourquoi ? Parce que lorsque survient un accident hémorragique, on nous adresse le malade pour exploration, puisque ça peut révéler une affection jusque-là muette. Par exemple, une maladie ulcéreuse, mais parfois une pathologie beaucoup plus grave, telle qu'un cancer digestif. L'hémorragie, c'est la complication la plus redoutée, ça a été dit. On a fait une petite étude qui a été publiée sous forme de poster pour les GIFOT de cette année. Là, notre petite expérience, en une année, en même pas une année, on a colligé 86 patients. Et sur les 86 patients, vous voyez bien sur cette diapo que 26% prenaient des AAP et 21% des anticoagulants. Et donc, c'est pour dire que l'hémorragie digestive reste un accident fréquent. Voilà. Les modes de révélation de cette hémorragie digestive, quand elle est extériorisée, hématémèse, méléna, les deux, parfois quand elle est abondante, sous forme de rectorragie. Mais attention, cette hémorragie peut ne pas être extériorisée et être révélée par une anémie ferriprive. Donc, pensez à faire des formules à vos patients que vous mettez sous antiagrégants plaquettaires ou sous anticoagulants au long cours. Bien sûr, l'accident le plus grave, c'est l'état de choc hypovolimique. Voilà. Lorsque j'ai préparé cette question, j'ai plongé bien sûr dans les articles de cardio. Ça m'a permis de voir un petit peu de l'hanin ila la cardio du passé. Et vu par le cardio, j'ai quand même quelques remarques. Pour la stratification des risques, quand on parle d'un saignement minime, ce que vous voyez là, ça requiert une attention médicale, mais sans hospitalisation. Et vous voyez là qu'on recommande, si vous n'avez pas mis des IPP, de mettre un IPP et traiter une condition. Et on met dans le même sac ulcère, maladie hémorroïdaire, néoplasie. À mon sens, ça, c'est un petit peu approximatif. On met dans le même sac, dans la stratification des risques, l'hémorragie digestive avec les autres hémorragies, l'épistaxis, l'hémorragie conjonctivale. Moi, dans ma pratique, j'ai rarement vu une coexistence d'une hémorragie digestive avec une hémorragie conjonctivale, épistaxis, etc. On va en revenir dans le débat. Et puis, j'ai été un petit peu étonné lorsque j'ai lu pour le risque modéré, il y a une perte de 3 grammes avec un état hémodynamique stable. Et il n'y a pas de retentissement et ça ne demande pas d'hospitalisation. Ça, c'est vraiment rarement le cas. Et là, on dit considérer les IPP par voie parentérale. Et je vais faire quelques remarques dans ma présentation pour dire que les IPP, ça ne traite pas une hémorragie. Je vais argumenter par la suite. Et puis là, pour le risque d'hémorragie sévère, on va jusqu'à la perte de 5 points d'hémoglobine avec un état hémodynamique stable et qui n'évolue pas rapidement. Et ça, sur le plan pratique, honnêtement, je ne sais pas comment on peut perdre 5 points d'hémoglobine sans qu'il y ait de retentissement hémodynamique. Et dans les recommandations de la Société européenne, on vous met considérer les IPP encore une fois en cas de saignement et puis on met urgent surgical or endoscopic treatment. Ça ne correspond pas à la pratique parce qu'en pratique, l'hémorragie digestive, ça reste un traitement endoscopique. Et le traitement chirurgical, c'est quand ce traitement endoscopique échoue ou s'il n'est pas disponible, ce qui est inadmissible. Et encore une fois, on met l'hémorragie digestive massive avec les autres hémorragies
comme si qu'il y avait une évolution parallèle de ces saignements. Et puis, bon, l'hémorragie grave avec état de choc qui engage le pronostic vital. Encore une fois, on vous dit IPP par voie parentérale et urgente surgical or endoscopic treatment. Bon, ça, moi, je vais faire un commentaire en tant que gastro. On n'évalue pas la gravité d'un saignement de la même façon, puisque en gastro, on a des scores. Et pour être honnête, ces scores-là de gravité connaissent une évolution dans le temps, puisque jusqu'à présent, jusqu'en 2020, on n'a pas un score idéal. On a par exemple ce score d'Orocal qui prend comme critère l'âge, l'existence d'un état de choc, les comorbidités. Ça, c'est avant l'endoscopie. Et par rapport après l'endoscopie, c'est en fonction des étiologies et en fonction des critères endoscopiques, c'est-à-dire les stigmates de saignement qu'on a retrouvés en endoscopie. Il faut savoir que la mortalité globale est de 10% et que si votre malade ressaigne dans les 72 heures, que cette mortalité est encore multipliée par 10. Le score le plus utilisé, le score de gravité le plus utilisé, c'est le score de Glasgow-Blatchford qui comprend l'urée comme item, l'hémoglobine, la tension artérielle systolique et les autres marqueurs. Ce score-là, c'est un score, c'est le score qu'on utilise le plus souvent. L'inconvénient de ces scores, c'est qu'en pratique, le problème, c'est qu'ils ont une bonne valeur prédictive négative que quand ils sont inférieurs ou égal à 1. Si vous prenez ce score-là, 1, déjà un taux d'hémoglobine entre 120 et 129, c'est déjà 1. Si vous rajoutez une tension artérielle entre 100 et 109, c'est 1. Et du coup, on est dans supérieur à 1. Et supérieur à 1, ça veut dire, si on a un score supérieur à 1, la valeur prédictive positive est faible, mais ça veut dire qu'on ne peut pas dire que ce patient ne nécessite pas un traitement endoscopique et donc c'est un patient à hospitaliser et il doit bénéficier impérativement d'une endoscopie précoce. Et donc, c'est pour vous dire qu'il ne faut pas prendre approximativement les malades pour scorer, pour évaluer la gravité. On peut rater des patients et on peut perdre des patients. Pour dire qu'il existe des scores en gastro, des scores plus fiables pour définir la gravité. L'autre critère pour être pratique, dans la pratique, c'est la transfusion. Ça, c'est un critère, c'est-à-dire à partir de quand doit-on transfuser? Il faut savoir que globalement, pour les hémorragies digestives, en dehors d'un malade qui est traité pour une cardiopathie, ces stratégies sont de l'ordre de deux. Les stratégies restrictives qui vous disent ne transfuser que si le taux d'hémoglobine est inférieur à 7. Pourquoi? Parce qu'on a trouvé dans certaines études que le fait de transfuser et de remplir, ça risque d'entraîner, de favoriser la récidive hémorragique et donc d'augmenter la mortalité. Ça, c'est la première stratégie, c'est la stratégie restrictive. La stratégie libérale qui vous dit qu'on transfuse à partir moins de 9. Donc, il y a un chiffre 2 entre les deux. La stratégie libérale, ça a été étudié chez les patients, par exemple, qui ont une cardiopathie, pour dire qu'on augmente la mortalité si on transfuse de façon libérale, surtout si on a un taux d'hématocrite plus de 25%. Si on divise par 3, ça vous donne un taux d'hémoglobine qui avoisine 8,5, 8, 8,5. Ça veut dire qu'il ne faut pas transfuser coûte que coûte, qu'il faut savoir ralentir le débit des perfusions parce que sinon, on risque de favoriser la récidive hémorragique et donc d'augmenter la mortalité. Il n'y a pas, certaines études vous disent qu'il n'y a pas de différence significative entre les deux stratégies. Et donc, finalement, sur le terrain, sur le plan pratique, quelle est la valeur cible? La valeur cible est fonction de l'état clinique du patient, du type et de la sévérité de la maladie cardiovasculaire et de la sévérité de l'hémorragie,
parce que vous imaginez bien qu'on a d'une part le risque ischémique si on ne transfuse pas et le risque de favoriser, de favoriser la récidive hémorragique si on transfuse trop. Et donc, il faut trouver un équilibre entre les deux. On peut en débattre tout à l'heure. L'endoscopie digestive haute doit être faite le plus précocement possible chez un malade hospitalisé, stable, avec un abord veineux dans les 24 heures. Elle permettra d'identifier le site du saignement et bien évidemment de faire l'hémostase endoscopique. Quelles sont les lésions qu'on retrouve? Souvent, ça c'est des lésions qui ne sont pas graves, c'est érosion avec des taches d'hématine éparses, érosion avec un caillot plan, des érosions. Mais surtout, on va classer les lésions en fonction de la classification de Forrest. Et ce qui nous intéresse, c'est ça. Je reçois un malade qui est sous antiagrégant plaquettaire, je fais une endoscopie et je retrouve ça. Ça, c'est un saignement actif en G. Ça, c'est un saignement en nappe. Ça, c'est un vaisseau visible. Et ça, c'est un caillot adhérent. Ça, c'est des situations très critiques parce que là, on a une discussion bénéfice-risque. Pourquoi? Parce que moi, je dois faire le traitement endoscopique et après un traitement endoscopique, je dois mettre des IPP par voie parentérale parce que mon but, c'est de faire l'hémostase et de maintenir cette hémostase. Et maintenir cette hémostase, c'est de maintenir l'agrégation plaquettaire. Or, le cardiologue va mettre un traitement anti-agrégant plaquettaire, voire double anti-agrégation plaquettaire, voire double anti-agrégation plaquettaire plus traitement anticoagulant, parce que son but, c'est d'éviter de boucher le stent, et boucher un stent en phase précoce égale mortalité garantie. Et donc, comment trouver un compromis dans ces situations critiques? En tout cas, sur le plan endoscopique, je dois faire l'hémostase la plus complète possible et la plus durable possible. Et ce qui est validé, c'est le traitement combiné. Le traitement combiné, c'est injection de sérum adrénaliné avec pose de clip. Et là, par exemple, je n'hésite pas dans ma pratique à fermer toute la lésion avec des clips après injection de sérum adrénaliné. Comme ça, la discussion avec le cardiologue pour maintenir un ou les deux AAP sera fonction, bien sûr, du risque thrombotique. Ça, c'est pour vous dire que le traitement actuellement, c'est plié sur le plan de l'endoscopie, que le traitement combiné réduit le risque de récidive, réduit le recours à la chirurgie, réduit la mortalité et réduit les complications. Là, donc, on ne peut pas se contenter de l'injection seule de sérum adrénaliné, mais elle doit être impérativement combinée à un autre moyen de traitement mécanique, notamment la pose de clip ou par les méthodes thermiques. Je ne vais pas développer ça. Voilà ce qui est écrit dans les recommandations de cardio. Quelle est la place des IPP en continu après bolus? Dans l'hémorragie digestive, le traitement, vous mettez 80 mg en bolus, puis 8 mg heure en infusion à la seringue électrique. Et pourquoi? Parce que la cascade de la coagulation et l'agrégation plaquettaire est inhibée lorsque le pH est inférieur à 6. Et donc, mon objectif, c'est de maintenir le pH intragastrique au-delà de 6. Si j'arrive à le maintenir au-delà de 6, je réduis significativement la récidive hémorragique qui est maximale dans les 72 heures, Et donc, le traitement IPP par voie parentérale doit être maintenu 72 heures après l'épisode hémorragique. Après les 72 heures, je passe à la voie précoce. Et j'insiste, les IPP ne sont pas et ne sont jamais une alternative au traitement endoscopique. C'est-à-dire, dans les recommandations de la Société de gastro, vous lisez clairement IPP par voie parentérale. IPP par voie parentérale, ça permet de maintenir l'hémostase, une hémostase endoscopique. Ça permet de maintenir un caillot en place, mais ça n'arrête pas un saignement actif. La posologie, bon, ça je l'ai dit, après les 72 heures, dans ces situations critiques,
n'hésitez pas, il y a des études qui le supportent, de mettre de l'ésoméprazole. Quel IPP? Vous vous posez cette question. Dans cette situation, l'IPP de choix, c'est l'ésoméprazole, 40 mg 2 fois par jour, une demi-heure avant le petit déjeuner, une demi-heure avant le dîner, et vous maintenez pendant 4 semaines. 4 semaines sous double dose, et après, vous maintenez le 40 mg par jour au long cours. Pourquoi l'ésoméprazole dans cette situation particulièrement? Parce qu'il y a des études qui montrent que chez les Caucasiens et les Nord-Américains, qu'il y a au moins 30 à 50% de patients qui métabolisent rapidement l'oméprazole au niveau hépatique. Et si on élimine rapidement l'oméprazole au niveau hépatique, il y a baisse de l'efficacité. Avec ceci, n'est pas retrouvé avec 2 médicaments, l'ésoméprazole, le rabéprazole qui n'existe pas sur le marché algérien, et donc on bascule vers l'ésoméprazole. Et donc tout ce qui est éradication d'Helicobacter pylori, tout ce qui est protection puissante, allait vers l'ésoméprazole. L'ésoméprazole, les laboratoires Pharmalliance, ils ont le Lysinox qui a la bioéquivalence dans ce domaine-là par rapport à la molécule mère qui est l'injection. Cette étude a été faite avec l'injection. Et là, dans ces situations, chose qui manque très rarement chez nous, c'est la discussion dans le cadre de l'urgence entre endoscopistes et cardiologues. D'une part, le cardiologue veut bien maintenir les antiagrégants, il veut ne rien arrêter parce qu'il y a le risque thrombotique, et d'autre part, il y a le gastro-entérologue, entre guillemets l'endoscopiste, qui veut bien sûr arrêter l'antiagrégation pour justement maintenir cette hémostase la plus durable possible. Et au bout de 72 heures, ce risque diminue et on pourra discuter par la suite. Mais j'ai mis un point d'interrogation puisqu'il faut trouver un compromis et vous ne trouvez pas dans les études, mais ça il y a un facteur qui est subjectif. Si j'ai fait l'hémostase, je suis très satisfait de l'hémostase, je peux donner une ouverture pour le cardiologue. Qu'en est-il de la prévention, c'est-à-dire avant, pour éviter que l'accident hémorragique survienne? Bien sûr, ça a été discuté par Dr Chtebi, et là, sur les facteurs de risque, et là, j'ai été un petit peu étonné. Parce que dans la stratification des risques, dans la société de cardio, supérieur ou égal à 2 est considéré comme haut risque. On est en Algérie, pratiquement plus de 80% de portage d'hélicobactères, et donc il y a déjà 1. Vous rajoutez l'âge supérieur ou égal à 65 ans, il y a 1. Et donc, on est déjà à haut risque. Pratiquement, tous les malades seront à haut risque, puisqu'on est infecté. Ce n'est pas le cas des sociétés occidentales. Et là, je n'ai pas bien compris la dyspepsie, les troubles dyspeptiques, le reflux gastro-œsophagien. Je n'ai pas lu le détail des études, mais ça veut dire quoi quelqu'un qui a un reflux gastro-œsophagien? Est-ce que c'est quelqu'un qui a eu un épisode, 2 épisodes, qui a eu dans son passé du reflux pendant une période, qui a un RGO chronique? Ça, c'est un peu flou dans ma tête, de même que la dyspepsie, en ce qui concerne la dyspepsie. Bon, il y a à dire. Là où pratiquement on est d'accord forcément pour ces risques-là, bien sûr les anticoagulants, bien évidemment, sont des malades à risque. Et pourquoi le risque hémorragique et le double AAP, ça a été bien discuté. Voilà ce que voit les sociétés de gastro, ce que je n'ai pas retrouvé chez les cardio. Helicobacter pylori est un facteur de risque indépendant, d'hémorragie digestive. Et là, dans les recommandations Maastricht 5, c'est écrit clairement dans le Statement 7, l'utilisation d'aspirine et des anti-inflammatoires augmente le risque d'ulcère chez les patients infectés par Helicobacter pylori, chez les patients sous anticoagulants, sous aspirine, et ça augmente le risque de saignement chez les patients qui ont une maladie ulcéreuse. Très fort niveau de recommandation et très fort niveau de preuve. Et ce qu'on recommande également, c'est tester Helicobacter pylori chez les patients
idéalement avant la mise sous aspirine ou antiagrégant ou avant la mise sous INS, chez les patients qui ont une histoire de maladie ulcéreuse. Pourquoi? Parce que l'éradication d'Helicobacter pylori chez ces patients réduit significativement le risque de saignement, le risque hémorragique. Et ça a été clair. Et idéalement, avant de débuter l'INS ou l'antiagrégant. Pourquoi? Parce que si vous débutez l'aspirine ou les anti-inflammatoires non stéroïdiens de manière générale, il y a perte de ce bénéfice. On ne sait pas pourquoi, mais on perd le bénéfice de l'effet protecteur de l'éradication d'Helicobacter pylori. Comment éradiquer Helicobacter pylori? Ça, il y a les recommandations Maastricht, c'est la quadrithérapie concomitante de 14 jours, c'est l'ésoméprazole 40 mg 2 fois, l'amoxicilline 2 fois par jour, l'aclaritro 2 fois par jour, métronidazole 2 fois par jour. C'est un traitement lourd pendant 14 jours. Bien sûr, sensibiliser le patient sur parce que ces 14 jours, il aura vers la quadrithérapie d'IG, subcitrate de bismuth, tétracéan, allergique à la pénicilline. Bien sûr, attention au schéma qui existe, la clarithromycine et la lévofloxacine. On n'est pas en droit de prescrire une trithérapie à base de clarithromycine, à base de lévofloxacine, sans avoir une sensibilité préalable aux antibiotiques. On vérifie l'éradication par le test respiratoire. On peut en débattre dans la discussion. C'est-à-dire, quand on éradique Helicobacter pylori, il faut chercher à vérifier cette éradication. Et je vais finir sur ça pour dire que les lésions du tractus digestif supérieur sont en rapport direct avec l'agression chlorhydropeptique. Et donc, la possibilité de prévention par un traitement antisécrétoire par les inhibiteurs de la pompe à protons. Les inhibiteurs de la pompe à protons, ça a été dit par le professeur Chtebe, réduisent le risque hémorragique, que ce soit chez les patients à haut risque ou même chez les patients à faible risque, surtout pour le haut risque, si bien que la société européenne est très large dans les indications dans la protection par les inhibiteurs de la pompe à protons. Mais pourquoi il y a des réticences? Quels sont les IPP disponibles chez nous? Il y a l'oméprazole, il y a l'esoméprazole, il y a le pantoprazole, il y a l'onzoprazole, le rabéprazole n'est pas disponible. Et Pharmalliance, il y a l'oméprazole, c'est le proton, il y a l'esoméprazole, c'est l'Isinox 40 ou 20 mg, et l'onzoprazole, c'est Esoproton. J'insiste sur la façon avec laquelle, quand vous êtes convaincu par un IPP, il faut convaincre le patient pour prendre l'IPP. Convaincre le patient pour prendre l'IPP, ça sous-entend de lui dire de le prendre une demi-heure avant le petit déjeuner. C'est le moment idéal pour optimiser l'efficacité. Deuxièmement, c'est expliquer l'observance. Il faut qu'il le prenne tous les jours. Et troisièmement, attention, dire au patient, discuter avec le patient sur les effets secondaires. Est-ce que c'est bien toléré? Je vais sur les plaques restantes, je vais discuter de ça parce que les patients vont aller sur Internet, ils vont trouver plein de choses sur les IPP et ils vont arrêter les IPP, ils ne vont pas vous le dire. Après un épisode hémorragique, bien sûr, 2 fois par jour, pendant 14 jours, puis 1 fois par jour, les patients aux antécédents d'ulcère hémorragique, ne pas, attention, les IPP sur le long cours. Je vais discuter de ça. Voilà les effets secondaires. Et vous avez tout ce genre de patients. Celui qui sera énervé parce qu'il a lu sur Internet ce que vous ne lui avez pas dit, celui qui sera étonné, celui qui va réfléchir. Il faut savoir que les IPP sont utilisés depuis 1989. La prescription est large et croissante. Il y a des milliers d'articles et il y a beaucoup d'effets secondaires rapportés. Risque osseux, ostéoporose, fracture, les infections, les carences, la toxicité rénale, la colite microscopique, les cancers, la démence, voire l'infarctus du myocarde, les interactions avec l'opidogrel. On va laisser ça pour le débat, pour dire la chose suivante.
il y a des milliers d'articles, 2019, 2020. La synthèse de ça, c'est qu'il y a une discordance nette entre les études observationnelles qui retrouvent un risque modéré ou pas de risque versus les études randomisées qui globalement ne retrouvent pas de risque. Attention, les études chez l'animal, surtout chez l'animal, elles sont intéressantes quand il n'y a pas d'effet. Pourquoi? Parce que quand on fait des études chez l'animal, on fait des études à très forte dose. Quand on donne une forte dose et on n'a pas quelque chose, c'est intéressant. Mais quand on a quelque chose, on va se dire, est-ce que ce quelque chose survient à dose thérapeutique et pas à dose très élevée? Globalement, les études sont concordantes pour dire qu'il y a une sécurité suffisante des IPP sur le long cours, sur des années d'utilisation, et donc ne pas priver des malades du bénéfice des IPP pour des risques théoriques. Et encore une fois, on va débattre de ces risques. Et je vais terminer pour dire que les AAP augmentent significativement le risque de saignement digestif, ça a été dit. En pratique, le challenge est de maintenir un équilibre entre le risque thrombotique et le risque hémorragique. Et il faut une coopération étroite entre gastro-entérologues et cardiologues pour réduire la mortalité et la morbidité chez ces patients. Et je vais finir sur, je crois que ça serait intéressant, puisque le professeur Chtibi est l'actuel président de la Société algérienne de cardiologie et je suis l'actuel secrétaire général de la Société algérienne d'hépato-gastro-entérologie et d'endoscopie digestive. Et on est les seuls représentants des gastro-entérologues et vous êtes les représentants des cardiologues. Pourquoi ne pas faire justement une table ronde, sous forme de table ronde dans le congrès pour discuter et aller au profond de ce que disent les cardios, point de vue du cardio, point de vue du gastro. Ça serait intéressant de faire une présentation de ce style. Je vous remercie pour votre attention. Professeur Chtibi, tu as la parole. Merci beaucoup, Layada. Écoute, on a beaucoup de questions, donc je pense qu'on va passer tout de suite à l'onglet questions-réponses. Oui. Alors, on va d'emblée commencer par la première question et on s'en doutait en tous les cas qu'il y avait des questions sur ça. Quel est le lien entre le clopidogrel et les IPP? Est-ce qu'il y a une interaction? Est-ce qu'il y a un effet clinique? Est-ce qu'il y a un surrisque chez les patients qui sont sous clopidogrel et chez qui on va mettre un IPP? Très bien, c'est l'exemple type qui pose la problématique justement quand on discute des effets secondaires. C'est-à-dire, si on va sur le mécanisme, bien évidemment, ça paraît assez évident, puisque le clopidogrel est une prodrogue qui passe par le système P450 hépatique pour être activé et donc donner l'effet anti-agrégant. Et il se trouve que les IPP, de manière générale, passent par cette cytochrome P450 et donc par compétition, en théorie, les IPP vont réduire le passage de la prodrogue à sa forme active et donc ça va réduire l'action anti-agrégante. Et donc, c'est parti d'études observationnelles qui ont montré une augmentation de la mortalité lorsqu'on prescrit de façon concomitante les IPP avec le clopidogrel, mais ces études ont été largement démenties par les études randomisées qui montrent qu'il n'y a pas ce risque-là. Et sur le plan des études observationnelles, ce risque-là était modéré. Et donc là, vous connaissez bien la question. Ça a fait un bascule et ça a fait des titres. Le clopidogrel, les IPP n'augmentent pas le risque d'IDM chez les patients sous clopidogrel, etc. Et donc, il y a eu de centaines d'articles sur ça. Et globalement, on considère qu'il n'y a pas de risque, à prescrire des IPP en association avec le clopidogrel. Et puis, il y a eu des recommandations un petit peu anciennes qui ne reposent sur rien. C'est de se dire, de toute façon, l'IPP
sa demi-vie est courte. Si on prend l'IPP, idéalement, c'est une demi-heure avant le petit déjeuner, et on prend le clopidogrel le soir. Si on est réticent et on fait ça, on a suffisamment de sécurité. Plutôt que de basculer vers le pantoprazole qui ne passe pas par la cytochrome P450. Je trouve que tu as très bien résumé la question, puisque effectivement, ça fait énormément débat, cette histoire de clopidogrel, cytochrome P450 et certains IPP. Effectivement, tu l'as très bien dit, hein, la théorie n'a jamais, à aucun moment, il y a eu une étude qui a clairement démontré un effet délétère de cette association. En tous les cas, il n'y a pas d'impact clinique qui a été enregistré. On a encore une deuxième question. On nous dit pendant combien de temps on prescrit les IPP en association avec les antiagrégants plaquettaires? Alors, je vais peut-être, si tu permets, je vais commencer et puis tu compléteras. Il faut savoir que, et en fait, c'est en relation avec la première question, on tend de plus en plus maintenant vers un raccourcissement de la durée des associations. La seule situation clinique où on va avoir une bithérapie antiagrégante pendant longtemps, et longtemps c'est égal une année, c'est les syndromes post-syndrome coronaire aigu. Dans tout le reste, généralement, on maintient un seul antiagrégant plaquettaire, donc l'association est courte. Par contre, lorsqu'on maintient un seul antiagrégant plaquettaire, le plus souvent c'est l'aspirine, et dans ce cas-là, tant qu'il y a un patient qui est sous même monothérapie, un seul antiagrégant plaquettaire, à mon sens, il faut mettre une protection gastro-intestinale. Avec l'aspirine, c'est au moins 3% de saignement et on a vu les conséquences des saignements sur la morbimortalité. Donc voilà ce que j'avais à dire sur la question. Si tu veux compléter, vas-y. Tout à fait d'accord. Tant qu'on maintient l'antiagrégant, c'est-à-dire quand on pose cette question, ça veut dire qu'on est réticent sur la sécurité des IPP au long cours. C'est exact. Tout à fait. C'est-à-dire tant que, par contre, attention, quand on arrête les IPP, le problème, c'est qu'il ne faut jamais arrêter brutalement un IPP lorsqu'on le prescrit plus de 3 à 6 mois. Parce il peut y avoir un effet rebond. Donc, tant que vous maintenez l'antiagrégation, vous maintenez l'IPP. Parfait. Alors, justement, pour passer sur les effets secondaires, une question sur les hypomagnésémies. Il est vrai qu'à certains moments, moi, lorsque je commençais à prescrire de manière quasi systématique des IPP, lorsque je revois les patients 6 mois, 1 an après, je faisais quand même des magnésémies, mais à aucun moment je constatais cette hypomagnésémie qui est décrite par certains. Est-ce qu'il y a, tu l'as dit dans ton exposé, mais j'aimerais encore insister là-dessus, est-ce qu'il y a des problèmes d'absorption avec les IPP, que ce soit avec la magnésémie ou la calcémie? Est-ce qu'en pratique, pour les praticiens qui nous écoutent, est-ce qu'il faut checker ça? En tout cas, est-ce qu'il faut surveiller les patients qui sont sous traitement IPP, la magnésémie, la calcémie, ou en tous les cas, checker un problème d'absorption? Vitamine B12, tout à fait. Bon. En tout cas, pour le calcium, c'est clairement non. La réponse est clairement non, parce qu'avec les IPP, les effets secondaires qui ont été rapportés, il y a ce qu'on appelle les facteurs confondants. Je m'explique. Par exemple, quand on donne à quelqu'un qui a un reflux, on lui donne des IPP au long cours. Il y a un surrisque, par exemple, de pneumonie. La problématique est que même le reflux expose aux infections pulmonaires. Et la vraie question, est-ce que c'est l'IPP qui a augmenté ou est-ce que c'est l'état, c'est le reflux? La même chose, en tout cas pour le calcium, sur le plan théorique, oui, puisque ça nécessite l'acidité gastrique, mais sur le plan pratique, il n'y a pas d'interaction entre IPP et l'absorption de calcium. Pour la magnésémie, ça a fait plus de débats, même si elle est exceptionnelle. La magnésémie, elle était liée, ce qui a été décrit, et elle a été liée à la prise d'IPP.
puisque la supplémentation en magnésium n'a pas réglé le problème. C'est l'arrêt de l'IPP qui a, chez ces malades, ont retrouvé une magnésémie normale. C'est si rare, c'est tellement rare qu'il n'y a eu aucune recommandation de doser la magnésémie ni une fois par an, ni une fois tous les 2 ans. Et donc, ce n'est pas recommandé, pour être direct dans la pratique, ce n'est pas recommandé de doser, de surveiller le magnésium, le calcium ou la vitamine B12 en cas d'IPP au long cours. Alors, j'ai une question d'une cardiologue qui te dit, est-ce qu'il y a un risque de développer un nouveau cancer gastrique après une prescription de longue durée d'IPP? Voilà. Je m'attendais à cette question. Sur le plan Les théorique… cardio, ils posent de bonnes questions en général. Ah oui, ils sont forts, les cardios, je sais. Alors, quand on donne des IPP au long cours, on inhibe la sécrétion gastrique acide. Et du coup, on stimule la sécrétion de gastrine. Et donc, on a une hypergastrinémie. Et la gastrine a un rôle trophique sur les cellules pariétales. On induit une hyperplasie des cellules pariétales et des cellules ECL, c'est ce qu'on appelle les cellules entérochromophiles-like. Et donc, théoriquement, ça pourrait augmenter le cancer gastrique. Ça pourrait augmenter. Le problème, c'est que pour mettre en évidence ce risque, comme le processus de carcinogénèse est très lent dans le temps, c'est quasiment impossible de mettre en évidence un risque pareil. Et on considère que ce risque est quasi nul. Et donc, il n'y a pas de surrisque de cancer gastrique pour la prise d'IPP. Sauf si on peut le montrer sur des décennies, ça c'est une autre paire de manches. Alors, j'ai une question pour moi cette fois-ci. Existe-t-il un risque d'hémorragie digestive avec le Xarelto? Le Xarelto, c'est un anticoagulant oral direct, anti-10A direct, par rapport au Centran qui est un antivitamine K. Si oui, on préfère le Centran après une hémorragie digestive. Alors, en fait, les AOD, on a maintenant pour ne pas dire des millions de patients, mais des centaines de milliers de patients, des registres avec des centaines de milliers. Il est clairement identifié que les anticoagulants oraux directs font moins saigner, que ce soit surtout les saignements intracérébraux, qui sont des saignements gravissimes. Donc, ils font moins saigner que les antivitamines K. Même si les antivitamines K sont dans la fourchette, dans le bon INR. Même chez les patients où dans 70% des cas, l'INR est bon, les AOD font moins saigner que les antivitamines K. Maintenant, si on a une hémorragie, beaucoup de nos collègues nous disent oui, avec les AOD, certains d'entre eux, on n'a pas d'antidote. En fait, avec les antivitamines K non plus, on n'a pas d'antidote. La vitamine K, elle met du temps pour agir. Et donc, il n'y a pas d'antidote. Il faut, c'est souvent l'affaire des réanimateurs, prendre en charge une hémorragie digestive comme une hémorragie, comme un autre type d'hémorragie, remplir, transfuser. Il y a une prise en charge spécifique, bien sûr, s'aider de nos amis gastrologues s'ils peuvent faire un geste interventionnel pour essayer d'arrêter cette hémorragie. Parfois, ce n'est pas évident puisque tu l'as très bien expliqué. Parfois, c'est des hémorragies en nappe où on ne voit pas très bien, le siège de l'hémorragie. Donc, à mon sens, il faut prendre les hémorragies comme sous AOD ou sous antivitamine K, exactement de la même manière comme on les a toujours pris. Et j'espère que ces AOD, en tous les cas, on milite pour le faire. Maintenant, ils ont plus de 10 ans d'existence. Donc, je pense que les prix vont baisser et je pense que rapidement, ils vont être remboursés, Inch'Allah, chez nous pour nos patients. Alors, il y a une deuxième question très intéressante posée par le docteur Lila Boukhari. Alors, conseillez-vous de prescrire l'antiagrégant plaquettaire type aspirine matin, midi ou bien le soir? Moi, j'ai une petite idée côté cardio. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce qu'il faut le mettre le matin, à midi ou le soir? L'aspirine, par exemple. Moi, ça ne me gêne pas.
Matin, midi et soir, c'est kiff-kiff. Est-ce que ça nécessite de manger un peu? Tout le temps. Tout le temps. En fait, pour nous, et ça, c'est un papier que j'ai découvert récemment, euh, le fait de donner l'aspirine le soir fait baisser de quelques millimètres de mercure la pression artérielle nocturne. Et ça, pour nous, c'est hyper important puisqu'on l'a démontré quand on baisse au moins 5 millimètres de mercure la pression artérielle, notamment systolique, on a un gain en matière de mortalité, quelle que soit la pression artérielle de départ. Donc, moi, c'est certains patients avec un risque cardiovasculaire élevé, j'hésite pas à leur demander de prendre leur aspirine le soir avec un IPP, bien sûr. J'ai une question intéressante. Oui. On nous dit, en cas de biopsie digestive, Mhm. combien de temps il faut arrêter les anticoagulants et les antiagrégants avant le geste? Jamais, il ne faut jamais les arrêter. Là, on lutte farouchement contre ça. Il ne faut jamais arrêter ni l'anticoagulant ni l'antiagrégant pour des biopsies. Pour des biopsies, on peut faire les biopsies sous antiagrégant, sous double antiagrégant, sous anticoagulant. Sous anticoagulant, il faut peut-être voir l'INR, est-ce qu'il est dans la fourchette thérapeutique, est-ce qu'on n'est pas très, très élevé. Bon, pour les gestes, pour les différents gestes, on n'arrête pratiquement jamais l'aspirine. C'est-à-dire, quand je fais une CPRE, une sphinctérotomie, je n'arrête pas l'aspirine. Pour faire une mucosectomie, une résection de polype, je n'arrête pas l'aspirine. Par contre, si le patient est sous anticoagulant, là, ça devient un petit peu plus compliqué. Je dois bien sûr voir avec le cardiologue pour est-ce qu'il peut arrêter, et s'il peut arrêter, on switch, ou est-ce que le switch est efficace sur le plan de la prévention thrombotique. Ça, c'est la discussion avec le cardiologue. Mais en tout cas, ne jamais arrêter pour des biopsies, ça c'est une bêtise monumentale. On a lutté contre ça. Je sais que certains demandent à arrêter, et ça c'est une bêtise. Alors, le souci, toujours pour compléter, le souci, c'est que ce n'est pas la faute du gastro et ce n'est pas la faute du cardio. Souvent, c'est nos amis et collègues anesthésistes qui font arrêter ces traitements parce que je suppose que dans la majorité des cas, tu fais plus de fibroscopie à vif, comme je t'ai vu le faire à l'époque dans les années 90. Maintenant, on fait appel souvent à des anesthésistes et souvent, c'est les anesthésistes qui demandent à nos patients d'arrêter. Pas plus tard que la semaine dernière, un patient à très haut risque cardiovasculaire, 3 stents, on lui a arrêté l'aspirine et Plavix pour une fibroscopie. On lui a arrêté l'aspirine, le Plavix pour une célioscopie une cholécystite. Donc, je pense qu'il y a un réel travail à faire. Nos deux sociétés ont un réel travail à faire avec éventuellement la société d'anesthésie Réa que représente mon ami Riyad Mahiaoui. Et j'espère qu'on pourra faire aussi un trio. C'est interdit d'arrêter, c'est interdit, ça c'est clair. Voilà, parfait. C'est interdit d'arrêter. Alors, on a aussi, j'ai une question de Madame Ibtissa, je pense que c'est l'avant-dernière question, il est déjà 19h15. Je vais prendre une question pour moi et tu vas prendre une question pour toi si tu es d'accord. Alors, comment suivre les patients sous anticoagulants oraux directs? Il faut pas les suivre. C'est ça l'avantage de ces anticoagulants oraux directs. On n'a pas besoin d'un INR, on n'a pas besoin de faire de screener l'hémostase. Il suffit de les donner et ils sont efficaces quelques heures après la première prise. L'avantage aussi de ces traitements, c'est qu'ils agissent en on-off du fait d'une demi-vie courte. Donc, dès qu'on les arrête, au bout de quelques heures, ils sont plus efficaces. Donc, l'avantage de ces traitements, c'est que les patients n'ont plus besoin de faire des prélèvements, de vérifier l'INR, etc. Ils sont d'emblée efficaces, ça a été clairement démontré. Ça, c'est une question très difficile. Et ça me tient à cœur puisque c'est chez un patient sous anticoagulant pour IDM récent qui fait une hémorragie digestive. Quand faire l'endoscopie? Vous posez la question à moi ou au cardiologue? À l'anesthésiste. Bon, 1, il faut la faire sous sédation. 2,
quand on fait l'endoscopie dans ce contexte-là, il faut peser le pour et le contre. Et quand on va pour une endoscopie, c'est pour faire un geste interventionnel parce que l'hémorragie est active, parce que le saignement est sévère. Bien évidemment, il faut un compromis. Mais bien sûr qu'il faut le faire. Le problème IDM récent, ça veut dire quoi récent? Ça veut dire quoi récent pour toi, Steve? Donc, il y a la phase aiguë et la phase subaiguë les premiers jours. La phase aiguë, c'est les 24 premières heures. Généralement, si les patients font une hémorragie digestive, c'est qu'ils ont été traités par thrombolyse, par thrombolytique, et effectivement, ils peuvent faire des hémorragies digestives. Et là aussi, il faut agir comme on a l'habitude d'agir. Il faut d'abord que ces patients soient pris en charge convenablement, ils soient transfusés, sur les plans hémodynamiques bien pris en charge, cédés d'amis réanimateurs. Et puis, si l'hémorragie reste active, évidemment, il faudra faire un geste interventionnel. Et là, nous avons les moyens, avec nos amis anesthésistes, nos amis gastrologues, de faire ce geste-là qui est salvateur, donc il faut le faire. Après, quelques jours après l'infarctus, ça se pose dans de rares cas, et souvent, effectivement, il y a des lésions prédisposantes qu'il faudra rechercher, mais là, on est plus dans le calme et on a plus le temps de réfléchir pour ces patients. Je vais finir peut-être sur cette question. Contre-indication des IPP, et dans ce cas, est-ce qu'on passe aux anti-H2? Il faut savoir que les anti-H2, enfin la ranitidine, la protection par la ranitidine est beaucoup moins efficace que pour les IPP. Et pour les différents IPP, bien sûr, l'IPP le plus puissant, mais c'est un problème de coût, même si par Alliance, ils ont fait un effort considérable pour la réduction du coût du Lisinox, c'est-à-dire les oméprazole, mais les autres IPP ont un prix au tarif référence. Je pense qu'on est le moins cher au Maghreb, peut-être même au monde, c'est 200 dinars, et vous avez l'oméprazole ou l'enzoprazole, c'est-à-dire isoproton, proton, qui sont au même prix. Pratiquement, c'est au long cours. Mais il faut savoir que les IPP sont plus efficaces en protection que les anti-H2 sur le plan des accidents hémorragiques. Ça c'est clair, net et précis. Ben écoute, parfait. Je pense que je vais te laisser clôturer. En tout cas, moi, j'étais très heureux de faire ce webinaire à tes côtés. Et j'espère vraiment qu'on pourra faire une belle session lors de nos congrès, nos 2 congrès. En tous les cas, on va y travailler ensemble pour faire une belle session ensemble. Merci beaucoup à toi. Merci à l'équipe Pharmalliance de nous avoir offert cette opportunité. En tout cas, merci, professeur Chtebe. Ce fait un plaisir, bien sûr, même si tu m'as rappelé que je suis vieux. En tout cas, ce fut un plaisir de partager cette expérience entre nous. Et j'espère qu'on pourra faire un travail entre les 2 sociétés, tant qu'on y est. Et je remercie pour clôturer le laboratoire Pharmalliance encore une fois pour nous avoir donné cette opportunité. Et je vous dis à la prochaine et au congrès de cardio. Là, c'était top hein, ce que tu as fait, tu m'as complexé. Pour le congrès de gastro, c'est le 10, 11, 12 décembre. Ça sera fait en webinaire et je vais essayer d'améliorer la plateforme pour concurrencer un petit peu professeur Chtebe. Et merci à vous et bonne fin de soirée à tout le monde. Bonne fin de soirée à tout le monde. Au revoir, à très bientôt.